l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Libéré Tiraka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Arnaud Clergue et Manu Caillot. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Salut Martial. Bonsoir. Alors messieurs, la question du jour, l'ASM a-t-elle déjà réussi son recrutement ? Je sais, on risque de se faire allumer sur les réseaux sociaux. On parle bien évidemment du recrutement pour la saison 2020-2021. On va faire un rapide tour de table. Christophe. Il est très bien parti en tout cas. Il est bien parti. Arnaud ? C'est un bon début. Manu. Ouais, je vais être d'accord avec mes petits camarades, oui, très positif pour l'instant. Alors Franck Azema a déclaré à propos de ses recrues, justement, notre recrutement commence sur de bonnes bases. Donc, tu es d'accord, Christophe ? Oui, c'est sur des bonnes bases parce que bon, déjà il faut savoir ce qu'ils recherchent. Je pense qu'ils ont une nécessité, un besoin impérieux de remplir leur quota GIF, comme on dit, les joueurs issus des filières de formation française. Donc là, ils en recrutent 3. Voilà. On en parlera peut-être plus tard, mais Sébastien Bézi, Adrien Pellissier, et même le Moldave. Ojovan, apparemment. Donc lui aussi est un joueur GIF, donc ou qui va l'être très rapidement. Donc c'est une bonne chose pour l'ASM, rien qu'à ce niveau-là. En plus sur la qualité des joueurs. Bon, après tout dépend qui va s'en aller à ces postes. Mais bon, à la mêlée, c'est surtout, il faut regarder sous plusieurs. Il y a plusieurs prismes. Demi-mêlée, par exemple, voilà, on avait 2 trentenaires, Ledlow et Para, et un jeune, Cassan, on ne sait pas lui faire injure, qui bute un petit peu là tout de suite. Oui, et puis il est un peu à l'ombre des deux autres. Est-ce qu'il a un plafond de verre ? L'avenir le dira. Par contre, un garçon 27-28 ans, expérimenté, talent, capable de devenir numéro 1 très rapidement, parce qu'il faut savoir que Ledlow va pas tarder à arrêter, il a 34 ans, 33-34. Morgan Para, il lui reste 2 saisons et demie, donc on sait que la fin est programmée déjà. Donc c'est quelqu'un qui est amené à être futur numéro 1. Donc Sébastien Bézi a vraiment le profil. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt très réussi. Tu parles de Ledlow, mais Ledlow tout à l'heure nous disait. Arnaud. Oui, non, mais on allait rebondir sur le même point. C'est la même chose, je crois. Ledlow nous disait qu'il aimerait bien prolonger l'aventure avec l'ASM. Son contrat se termine en fin de saison. Donc, Ledlow que tu as rencontré juste avant de ce podcast. Au stade Michelin, là, tout à l'heure à l'entraînement public, nous disait qu'effectivement, il se sentait très bien à Clermont. D'ailleurs, il commence à parler français. Assez correctement, il nous disait moi je me sens bien à Clermont, j'aimerais prolonger. Donc, en même temps, on ne peut pas en vouloir au staff de l'ASM de penser à l'avenir. Que sa volonté soit de rester, ça c'est normal, c'est légitime, mais par contre on ne peut pas imaginer un seul instant, enfin à mon avis, d'avoir un Ledlow, un Para et un Bézi dans l'effectif. Je pense qu'il y en a un en trop là, forcément. Et ça serait Ledlow qui accepte d'être en tribune de match sur 3, je vois pas bien quoi. Là franchement, autant sur Cassan il peut y avoir match pour le poste de 3e demi de mêlée derrière Bézi et Para l'année prochaine. Il pourrait se dire j'ai une petite chance vis-à-vis d'un Vialard. Bon, l'avenir dira si Clermont fait le choix de miser tout sur Vialard et de laisser partir Cassan, de pas le prolonger parce qu'il est en fin de contrat. Mais je verrais plutôt à ce jour, moi, un départ et de Ledlow et de Cassan. Bézi, c'est du lourd, Manu. Ah oui, c'est une très bonne pioche. Alors, on en avait parlé déjà dans un précédent podcast où on pouvait se poser la question. Il était en concurrence avec Dupont à Toulouse. Là, il signe à Clermont. Il arrive en concurrence avec Morgan Para. Alors, je sais que moi, j'étais plutôt favorable. Je me disais que peut-être que du coup, il pourra peut-être plus jouer que Morgan Para s'il fait des bonnes prestations. Pourquoi pas le voir dans un rôle de numéro 1 entre guillemets dès la saison prochaine. Il faudra voir, mais en tout cas c'est une très bonne pioche pour l'ASM, et je rejoins Christophe, l'ASM qui prépare l'avenir très clairement en signant un joueur comme ça. Sachant que c'est un profil complètement différent de Morgan Para. Alors quelles sont justement les différences entre les deux joueurs ? Rubistiquement, c'est que Sébastien Bézi est un accélérateur du jeu et plus sur du franchissement, sur du plus explosif. Enfin, c'est un garçon qui a peut-être plus porté le ballon, mais à mon avis moins gestionnaire et moins papa entre guillemets du pack, moins chef de meute, moins leader. Il sera pas capitaine comme ça de l'ASM. Donc il y a la place pour les deux, bien évidemment.
mais c'est absolument pas les mêmes qualités l'un et l'autre. Alors voilà pour Bézi, autre futur joueur de l'ASM, on l'a dit, Adrien Pellissier, alors le talonneur de l'UBB, donc Bordeaux-Bègles, et c'est cette sélection en équipe de France, il sera un renfort de poids, je vais y arriver, à ce poste stratégique, a déclaré Franck Azema. Arnaud Pellissier, c'est un très bon joueur, effectivement. Je mettrais quand même un petit bémol, je sais pas si il serait apte à être numéro 1 tout de suite. C'est quelqu'un qui rentre beaucoup en jeu, mais de la débuter tous les matchs, à commencer tout de suite, je ne sais pas s'il a les épaules encore. Après, si vous avez bien écouté lors de précédents s'il n'a pas les petite interrogation. S'il n'a pas les épaules pour être numéro 1 à 27 ou 28 ans, je crois, ça pose problème. Oui, plus de 28 même, je crois. Mais peut-être un poil plus. C'est un poste où il y a des besoins. Si je vous ai bien entendu, c'est exactement la même problématique qu'au poste de demi-mêlée, c'est-à-dire que là, il y a 3 joueurs, dont 2 en fin de contrat, qui s'appellent Ulugia et Beregaray. On peut imaginer que Ulugia, c'est un peu le pendant à la mêlée de Ledlow, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a 34 ans, qui n'est pas GIF. Donc, il faut quand même rappeler, c'est une parenthèse, que les clubs doivent gonfler leur quota de GIF parce qu'il en faudra un de plus de moyenne sur chaque feuille de match la saison prochaine. Donc là, Ulugia, je ne pense pas qu'on lui prolonge son contrat. Et puis alors je dis même une bêtise, c'est que les 3 peuvent partir parce que même Tadjer il était qu'en 1+1, c'est-à-dire que il y a une option, il faudra voir si elle est levée ou pas. Il pourrait ne pas être conservé l'année prochaine. Mais bon, est-ce que ça sera Tadjer ou ça va se jouer entre Tadjer et Beregaray. Si Beregaray donne des garanties qui puissent vraiment franchir des caps assez rapidement, ils le garderont. Mais moi au jour d'aujourd'hui, je vois un deuxième départ donc au-delà du Lugia, donc où Tadjer ou Beregaray, et donc il va y avoir un autre recrutement à ce poste-là. Et probablement peut-être quelqu'un qui aurait plus ce profil d'être un vrai numéro 1. Voilà, tu étais un peu sceptique, Manu, toi tu faut voir, faut voir parce que il est arrivé à Bordeaux en venant du Stade Aurillacois où on pouvait s'attendre peut-être, la marche est haute, on le sait, entre la Pro D2 puis le top 14, où il a matché assez rapidement et il a fait des bonnes performances. Il était quasiment dans ce rôle de numéro 1 en enchaînant de bons matchs avec l'UBB. Donc je trouve assez surprenant, il a été appelé en équipe de France, un petit peu à la surprise générale, on s'attendait pas trop, un peu la surprise, comment va-t-il réagir? Il a fait de bons matchs avec les Bleus, donc je me dis, à l'ASM, pourquoi pas le voir dans un rôle de numéro 1, même si sur le papier, c'est peut-être pas lui qui partira avec cette étiquette de numéro 1, s'il y a d'autres talonneurs et plusieurs noms qui circulent, il y a Movaka, il y a Etriard, peut-être que c'est ce talonneur-là qui sera sur le papier numéro 1, mais attention, Adrien Pellissier qui pourra, pourquoi pas, peut-être dompter la concurrence et sortir avec ce rôle de numéro 1 derrière. Il n'est pas interdit de penser qu'il puisse progresser aussi, bien sûr, qu'il franchisse un cap en venant ici. C'est déjà arrivé. Je suis d'accord, c'est un très bon joueur, c'est un très bon talonneur, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon doute, c'est vraiment dans cette capacité à assumer le statut de numéro 1 dans un club comme l'ASM. C'est ma seule interrogation. Allez, dernier cas à examiner, celui de Christian Ojovan, donc le jeune pilier droit d'Aurillac. Il a 22 ans, il évolue donc cette saison en Pro D2. C'est un pari sur l'avenir ou à un poste où il sera bien entouré, a déclaré l'entraîneur de l'ASM. Tout est résumé, il l'a dit, c'est un pari sur l'avenir. Personnellement, je ne connais pas trop. On lui prête des qualités parce que beaucoup de clubs étaient dessus. Pour le recruter, à voir. À voir s'il peut remplacer. Moi, je pense que ça peut être très très bon. Ça peut être vraiment la bonne surprise. Il y a plusieurs clubs dessus. Je pense que nos amis palois, où il était passé avant de rejoindre le Stade Aurillacois, doivent se mordre un petit peu les doigts aujourd'hui de l'avoir laissé filer. Parce que c'est vraiment un joueur qui présente un potentiel aujourd'hui. Et on sait que ce championnat de Pro D2 est un championnat très compliqué. Mais au poste de pilier, quand on cabosse l'adversaire en mêlée fermée toute une saison, on a quand même certaines garanties. Je pense qu'on peut voyager en top 14 derrière. Et il va peut-être en faire. Il va peut-être faire mordre la pelouse à plusieurs piliers gauche l'année prochaine en top 14. Donc j'ai hâte de voir Ojovan quand même avec l'ASM. Le seul bémol que je mettrais, c'est tu as raison de souligner qu'en Pro D2, de grosses qualités en mêlée peuvent suffire, mais le top 14, ce n'est pas que ça. C'est aussi des qualités de déplacement, des qualités défensives. D'avoir la caisse pour tenir Arnaud à ce niveau-là. En tout cas, concernant la mêlée, il a l'approbation de Dato Zirakashvili, qui l'a déjà vu jouer et qui nous en parlait l'autre jour en conférence de presse et qui trouve très très fort en tenue de mêlée. Voilà. Ce qui en dit long déjà. Sa retraite à la fin de la saison. Juste un dernier mot, messieurs. 3 recrues, on est qu'au mois d'octobre.
ça peut surprendre. C'est le fait de changement de règlement concernant je pense que qui font que les clubs se bougent dès le mois d'octobre. Tout à fait, ouais. C'est de plus en plus prégnant avec, dans tous les gros clubs à fort budget ou qui cherchent à recruter beaucoup. Hein. C'est quasi, la règle, c'est un an avant, on prend l'angle avec les joueurs. Vu que c'est interdit à un an et plus d'un an, mais c'est pas étonnant que là ils en fassent signer 3 parce qu'ils avaient des besoins, ils les avaient identifiés depuis longtemps. On peut déjà dire que Clermont pense, je dis pas qu'ils ont projeté, mais ils pensent déjà au recrutement de la saison encore, la 2020-2021, parce qu'ils savent à quel poste il va y avoir des besoins, besoin de recruter. Oui, puis c'est pas encore terminé. C'est pas terminé. Évidemment, parce que on parle du début, mais il y en aura d'autres. C'est bien parti, mais ça doit être confirmé. Il y a des postes Alors rapidement, quel poste par exemple? L'arrière, notamment. Enfin, il y a les interrogations. Il faut voir les décisions qui seront prises après. Est-ce qu'ils prolongeront certains joueurs? On sait qu'Aben Danone et Toyava arrivent à la fin de leur contrat. Voilà, quelle décision sera prise? Il y a 3 joueurs qui sont en fin de contrat derrière, qui sont Aben Danone, enfin qui a un plus, qui a quand même une option, mais bon, l'option peut être levée par le club. Il y a Toyava et Agrosso. Donc oui, je pense que là, selon les opportunités qu'il y aura sur le marché, selon l'enveloppe dont disposera Franck Azema pour recruter, je pense qu'il fera d'abord, s'il décidait de se séparer des 3, ça c'est une option, ça ne veut pas dire que ça sera celle-ci. Ça peut être remplacé que par 1 ou 2. On peut d'ores et déjà dire, je pense, qu'il y aura peut-être moins de contrats professionnels l'année prochaine à l'ASM, qui a besoin peut-être un peu de s'alléger à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut voir après en fonction des décisions qui seront prises à l'arrière, mais s'ils décident de se séparer des joueurs dont les contrats arrivent à terme, comme tu l'avais dit Christophe dans un article il y a une semaine ou deux de ça, il y a quand même un petit trou au niveau des générations, parce que derrière il y a de très bons joueurs qui poussent, notamment on pense à Taoufi Fenua, mais c'est encore un peu juste à mon avis pour postuler. Et alors moi il y a un autre poste par contre où à mon avis la SM devrait peut-être se renforcer, c'est au poste de numéro 8. Ça fait plusieurs saisons qu'il y a Fritzli excellent, rien à dire, mais c'est vrai que derrière lui, alors il y a des solutions de repli, il y a Iato qui peut dépanner au poste de 3e ligne centre, mais je pense que peut-être que la SM devrait se renforcer pour amener une solution supplémentaire à ce poste-là. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que quand je parlais tout à l'heure d'une vision à plus moyen terme, qui est la saison 2020-2021, le numéro 8 sera en effet une des priorités. Bien, nous allons clore ici le débat, messieurs. Nous allons passer à l'info du jour. Les joueurs de l'ASM ont repris l'entraînement. On y était tout à l'heure. Donc en début d'après-midi, après une semaine de repos, on a pu s'apercevoir sur Instagram que Georges Méric, par exemple, avait bien fêté la victoire de l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde, puisqu'il a bu quelques bières, on va dire. Et parmi les joueurs présents à l'entraînement, donc les supporters qui étaient au bord du terrain ont pu apercevoir donc Gredley Lowe, donc on a parlé tout à l'heure, et Tim Nanai Williams, de retour du Japon. Il y avait quand même un absent, c'est Peseli Yato. Alors on me l'annonce pour demain soir à Olna. C'est ce que. Donc on sait pourquoi il n'était pas là. Le mariage. Oui, parce qu'il était. C'est ce que j'avais écrit dans le journal, c'est qu'il se mariait le 25, donc la semaine dernière. Donc il a eu une bonne raison. Voilà. Je crois que les entreprises doivent des jours quand on se marie. La SM a offert 2 ou 3 jours de plus à Peseli Yato. Voilà. Et pour les autres mondialistes, ça sera un peu plus tard. Il manquait aussi à Isto et Ava, mais lui c'est pareil. Il a eu le droit à une petite rallonge. Je crois qu'il sera là mercredi. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz comme d'habitude, mais tout de suite c'est l'heure des tops et des flops. Christophe, ton top s'il te plaît. Difficile de ne pas mettre l'équipe d'Angleterre après le match qu'on a vu. Ouais, c'était pas mal. Impressionnante formation du 15 de la Rose. J'ai rarement vu les Néo-Zélandais de l'ère de ces 3 cycles de Coupe du Monde se faire étouffer de la sorte. 2007, c'était leur dernière défaite en Coupe du Monde quand même. En quart de finale, c'était un peu à la pièce. Et puis ils avaient été, excusez-moi l'expression, un peu imbéciles dans le dernier quart d'heure. Les Néo-Zélandais à Cardiff, ils n'avaient pas pris les points. Ils avaient refusé de tenter les drops. Donc, mais ils méritaient de gagner ce match, quoi. La France a été courageuse, s'était envoyée de tous les côtés, mais alors que là, il n'y a pas eu photo, quoi. Un essai offert sur un lancer mal maîtrisé à 5 mètres. Sinon, nos amis nos amis All Black allaient finir avec un 0 pointé à Fanny. C'est impressionnant. Non, cette équipe anglaise m'a impressionné dans l'intensité, dans la vitesse.
et de la manière dont elle a appréhendé ce match. Et puis bon, tout était dit, je crois, dans le contre-AK, cette contre-flèche qui est venue englober la flèche du AK. Là, on a senti une équipe qui psychologiquement était prête. Il n'y avait qu'à voir le sourire de Owen Farrell. Et la transition est toute trouvée, là. Quel talent. Merci pour la transition, Christophe. Ton top, pardon. Ouais, c'est ce AK là qui est. Moi, j'ai trouvé ce moment formidable. Ça m'a mis les poils. Hein, les poils. Faut pas dire autre chose. Les Anglais, c'est surtout le défi anglais, cette flèche là, qui m'a rappelé celle des Français en 2011. Enfin, c'était inversé. On a vu le petit sourire de Farrell. Ça donne du relief au AK. Alors, il y a certaines personnes qui râlent sur les réseaux sociaux. Le AK, c'est sacré. Le AK, faut rien faire. Non, moi, je trouve que la réaction des Anglais donne du relief au AK. Et ça crée des moments historiques. On regardera ce moment sur les plateformes de vidéos pendant 10 ans encore. Et puis... Puis ça, je peux pas m'empêcher de me rappeler aussi, justement, tu parlais du quart de finale 2007 à Cardiff, de la réaction des Français aussi face au AK, où ils étaient à 5 mètres des uns des autres, et le sourire de Farrell m'a rappelé même moins de 5 mètres, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'interdiction de ne pas franchir la ligne des 50, parce qu'il y a eu des règles qui ont été mises pour éviter, justement, suite à ce quart de finale, où les Français qui étaient habillés en bleu, blanc, rouge avec des t-shirts là étaient venus, on peut le dire, narguer les Blacks sous le nez. Quoi. On a vu que les arbitres étaient un peu, savaient pas trop comment réagir l'autre jour. Enfin, il y avait ils ont voulu faire reculer Marler et tout, mais la pointe de la flèche inverse des Anglais qui était Owen Farrell, lui par contre, il m'a rappelé son sourire m'a rappelé celui de David Marty aussi. En 2007. Allez, des bons moments, quoi. Ton top, Manu. On va parler d'un arbitre, c'est Jérôme Garcès. Ah oui, tout à fait. Jérôme Garcès qui va arrêter sa carrière peut-être dimanche prochain, on lui souhaite, en tout cas, qu'a très bien officié lors de la demi-finale Pays de Galles, Afrique du Sud. Voilà, ça restera l'un des très bons arbitres français de ces dernières années. Il y avait eu M. Judge il y a quelques années, et M. Garcès fait partie de ces très bons clients qu'on a pu avoir, que je trouvais moi très bon, qui expliquait ce côté très pédagogique sur le terrain. Donc voilà, je lui souhaite en tout cas de pouvoir arbitrer cette finale. Il est en concurrence avec Owens, l'arbitre gallois, qui avait déjà arbitré la finale de 2015, qui pourrait doubler du coup arbitrer les 2 finales de suite. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ce soit Jérôme Garcès qui puisse officier dimanche. On verra ça. La seule faute qu'il ait faite dans sa carrière, c'est de ne pas avoir vu un hors-jeu toulousain en finale contre la SM au mois de juin dernier. Ça, c'est sacrilège. Les supporters qui parlent. Ah non. Les supporters à clermontois ne sont pas d'accord avec toi. À 2 minutes de la fin, il a oublié un hors-jeu. Christophe, ton flop, très rapidement, s'il te plaît. Mon flop, je vais descendre d'un cran par rapport à l'équipe d'Angleterre. Je vais parler de l'équipe de Clermont-Cournon, qui a du mal en ce début de saison, qui rame un petit peu là, dans son championnat de Fédéral 2, alors que l'année dernière, elle s'était qualifiée, cette équipe. Je pense qu'il y a peut-être eu un effectif un peu remanié, il y a un staff nouveau, la mayonnaise a besoin de prendre. Et puis, je pense que là, tout de suite, l'absence de 2 ou 3 joueurs leur font défaut. Et il y avait un match important à Île-sur-Vienne, qu'ils n'ont pas très très bien négocié vu qu'ils l'ont perdu. Ça va être compliqué pour cette équipe, ça serait dommage qu'elle redescende en Fédéral 3. Mais là, aujourd'hui, elle est dans le dur et ça va être compliqué. Elle va être obligée de ramer un peu pour remonter le courant. Arnaud, ton flop? On va retourner au Japon et je vais parler de l'autre demi-finale. Mon flop, c'est Bigard, l'ouvreur des Gallois qui a vraiment souffert déjà. Je ne l'avais pas trouvé forcément terrible contre l'équipe de France en quart de finale. Mais là, contre les Sud-Africains, il a souffert la comparaison par rapport à Pollard. Il n'a jamais été terrible. Non, j'ai jamais été très fan. Ah, mais là, vraiment, il a été en dessous de tout. Il a mis... je revois une action là, contre l'Afrique du Sud. Il reçoit le ballon, il est à peu près 20 mètres derrière la mêlée. Et puis, il papillonne, il met 2-3 secondes de réaction. Et là, il se fait prendre tout de suite, il perd le ballon. Enfin, ça a été que ça pendant le match. Alors, il a subi 2 commotions en phase de poule. Est-ce que c'est ça Tu veux dire que les fils étaient toujours touchés? Ouais, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, on va savoir. Ouais. Mais là, il a souffert la comparaison par rapport à Pollard, qui lui a été très bon dans l'animation, dans le coup de pied. Je mettrais juste un petit bémol Pollard, c'est 60% de pas bon pour moi, il n'a pas été terrible, mais par contre, les 40% qui restent, notamment la fin de match,
il fait 2 actions qui changent un peu la phase du match. Allez, ton flop, Manu, avant le quiz. Pour nos amis de la fédération, quand on veut lire les classements, pardon, que ce soit au niveau espoir, au niveau fédéral 1, fédéral 2, là c'est quand même assez compliqué en ce moment, parce que la fédération distribue les bons points. Il l'avait déjà fait la saison passée, on s'en souvient, avec les points de bonus administratifs en fédéral 2, fédéral 3, ce qui n'avait pas empêché après la Fédé de rétrograder certains clubs. Là, figurez-vous, en espoir, ils ont mis 4 points à toutes les équipes. Alors Massy, qui n'a gagné aucun match, possède 4 points au classement, on peut se poser la question. Renseignement pris, c'est toutes les équipes qui ont participé à un tournoi à 7, une participation qui n'était pas obligatoire, mais les clubs qui ont participé sont vus attribuer 4 points. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça fausse un peu La Fédé, c'est l'école des fans, quoi. Ouais, mais toi, t'es un bon élève. et ça fausse la compétition un peu parce que et quand on sait qu'à la fin de la saison, il n'y a que 2 places, il n'y a que les 2 premiers qui disputeront les phases finales, donc il y a plutôt intérêt à faire les choses correctement parce que ça fausse la compétition. Voilà, donc un flop à nos amis de la Fédé. Très bien, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, comme promis, c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier d'ailleurs, je pense. Quiz pour débuter, messieurs, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. On l'a déjà fait récemment. Je vous donne une liste de joueurs, une liste de clubs, pardon, et cette liste correspond à un joueur. Alors si je vous dis ASM Clermont, La Rochelle, Bordeaux-Bègles et Lyon, normalement vous me répondez Goujon. ASM Clermont, Goujon. La Rochelle, Bordeaux-Bègles et Lyon, vous me répondez Lohan Goujon, exactement. Bravo Manu. Nous allons maintenant jouer au jeu du point commun. Alors je vais vous donner une liste de joueurs, à vous de trouver quel est le point commun qui relie ces joueurs. Alors voici la liste: Christophe Sanson, Vincent Roux, Aurélien Rougerie, Fabrice Ribérol et Julien Bardy. Ils ont tous un point commun. Ils sont tous nés à Clermont. Rougerie, Ribérol et Bardy, ils sont tous nés à Beaumont. Non, enfin en Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme. Voilà, dans le Puy-de-Dôme. Allez, 2-0. Je crois que Rougerie est né... Alors je pose réclamation. Il est né officiellement à Beaumont et je crois que Ribérol, il est né à Rion, me semble-t-il. Mais bon, ils sont tous nés dans le Puy-de-Dôme. Allez, je vous propose maintenant de jouer au jeu des enchères. Tu vas pouvoir te rattraper, Christophe. Je vais vous demander de me citer le nom des joueurs anglais qui ont évolué à l'ASM depuis 1975. Alors, vous ne me donnez pas de nom pour l'instant. Vous me dites chacun votre tour combien de noms vous êtes capable de me citer. Et celui qui gagne les enchères pourra se lancer. Alors, il y a donc 10 joueurs anglais à trouver. Ben Danone est hollandais, anglais. Ah, s'il vous plaît, pas de nom. Pas de nom, Ali. Alors, tiens, Arnaud, combien de noms? La question est importante. Oui, c'est vrai. Valérie Lefort serait là. Attends, il y a... À part, bref, le hollandais, c'est bon. Arnaud, combien de joueurs anglais tu peux me citer? J'ai pas réfléchi. Non, c'est fait. J'ai pas réfléchi du coup. Bon, alors tu dis 1. 2. Allez, lance-toi. De toute façon, après, tes camarades peuvent surenchérir. Tu pourras surenchérir après si tu veux. Non, il faut que j'y réfléchisse. Allez. Moi, je dirais. Alors, tu peux en citer combien, Christophe? 4. 4. Je laisse. Tu dis je plus laisse, de 4 je... ou pas? Alors, j'ai la liste. Voyons, ils sont où? Ils sont là. Vas-y, Christophe. 4, ça devrait être... Facile. Bah, je sais pas, pour toi. Bon, alors, je voudrais quand même pas perdre sur un malentendu par rapport à Ben Danone. Eh bah, laisse-le tomber, mais il est dans la liste. Bon, dans la liste. Sinon, Merrick, Streetel. Ben Danone, oui. Merrick, oui. David Streetel. Et il en manque un. Ed Pierce. Et Gareth Allison. Je l'ai pas celui-là. Ah bah bravo. Gareth Allison, 3e ligne, anglais. J'avais Richard Cockerill, Alex King. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Aaron Jarvis. Puis alors plus loin, il y a du Jarvis. Il est anglais, mais il est international anglais. Il y a du gallois. Brian Ashton. Oui. 75-76. Philippe Dune. Alors celui-là. 89-94. Et t'as oublié Gareth Allison, 98. Aïe, Martial. Aïe. Je révise mes fiches. Bon, on va arrêter là. Merci, messieurs. Au revoir. Tu donnes 2 points quand même. Oui. T'as même 2 points, tiens. Ça fait 2 partout. Parce que le Puy-de-Dôme là-bas, d'accord. Allez, pour terminer, je vous propose le jeu du plus ou moins. Alors là, je pense qu'il va y avoir aussi polémique. Je vais vous citer une série de noms de joueurs. Vous devez me dire s'ils mesurent plus ou moins d'1m95 selon les chiffres que l'on peut trouver sur le site des cybervulcans. Comme ça, je cite mes sources. Et donc, vous répondez à Thierry Wagner. Vous répondez chacun votre tour. Et celui qui se trompe est éliminé. Alors, plus ou moins, c'est parti. On commence avec toi, Christophe. Peter Betham, plus ou moins
d'un mètre 95. C'est moins 1m91. Bonne réponse. Arnaud, Judicaël Cancorier. Moins. C'est moins 1m94. Officiellement, c'était chaud. Ça se voit. Serein. Manu, Arthur Ituria. Plus. C'est plus 1m98. Ils sont bons là, j'en ai 12, donc après vous aurez tous un point. Hein, parce que Christophe, Paul Gédrasiac. Plus d'1m95, effectivement, il fait 2 mètres. Alexandre Lapendry pour Arnaud. Moins. Plus ou moins, tu Moins. me dis moins. Eh bien, c'est moins 1m94. Georges Méric pour Manu. Moins. C'est moins? Oui. C'est plus. Ah oui. 2m01 Ah. pour Georges Méric. Donc, Manu éliminé. Éliminé. J'ai pas vu souvent jouer cette il saison, reste c'est pour donc- ça. Il reste donc Christophe et Arnaud. Jacobus Van Thunder, qu'on a vu tout à l'heure à l'entraînement. C'est plus ou moins d'1m95 selon le site Cybervulcan, hein, j'ai pas été le mesurer. Plus. C'est plus 1m97. Arnaud, Peseli Yato, c'est plus ou c'est moins d'1m95? Petite cas de conscience. Je dirais plus. C'est ça. plus 1m96. Les taux se resserrent. Peut-être un petit piège, je sais pas si tu connais sa taille. Julien Ruot, c'est plus ou moins d'1m95? Attention, ça peut se jouer là. Tic-tac, tic-tac, tic. Ah, Ruot. En plus, j'ai pas choisi des joueurs qui fait 2m13 ou... J'hésite entre 94 et 96. C'est bien vu, t'as raison d'hésiter comme ça. Plus. C'est plus 1m96. Voilà, c'est chaud. Allez, il me reste 3 noms. Hein. Alors après, vous aurez chacun un point si vous arrivez jusqu'au bout. Aurélien Rougerie pour toi, Arnaud. C'est plus ou moins d'1m95? C'est moins. C'est moins 1m93. Il en reste 2. Damien Chouli pour toi, Christophe. C'est moins ou c'est plus, Damien Chouli? Moins. 1m92. C'est moins. On finit avec Flip Balle de van der match. Merwe. C'est plus. C'est plus 1m98, messieurs. Bravo. Donc, Chapeau, hein. Un point partout. On voit les spécialistes. C'est donc Christophe qui l'emporte. Ici, mon frère est maintenant terminé. Vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs, et à lundi prochain. Salut. Salut Martial, salut à tous.